Bonjour à vous les acheteurs compulsifs, je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouh Brigitte. Angelo. Aujourd'hui, on inaugure notre nouveau concept d'émission YouTube. Voici l'épisode pilote de 6 jeux dont on se ne débarrassera, c'est pas facile à dire, dont on ne se débarrassera jamais. Wouhou 6 jeux dont on ne se débarrassera jamais. Bien, donc on a choisi chacun 3 jeux dont on tient, auxquels on tient très fort. Oui. Voilà, et donc chacun de nous va présenter à son tour un jeu. Alors je propose que tu commences. D'accord, alors il faut dire aussi que moi ça fait pas tellement longtemps que je joue, donc voilà, les jeux que je connais sont plutôt plus récents. 4 ans. 4 ans, Ouais, oui, ça fait depuis que je 4 t'ai ans, rencontré. Voilà. Donc le premier jeu, moi, que j'aime beaucoup, et franchement, Angelo me dirait, allez, on fait de la place, on se débarrasse de celui-là. Non, je ne veux pas. C'est Applejack. Alors, Applejack, il est sorti l'année dernière, en 2022. C'est un jeu de Uwe Rosenberg. Voilà, le pitch, c'est des vergers, des pommes, du miel, des fleurs. Et donc l'idée, c'est un jeu de placement de tuiles. Donc chacun a son petit plateau personnel, qui est comme ça, qui est très joli. Et l'idée, c'est on place les tuiles en fonction. Donc à chaque tour, il y a certaines tuiles disponibles, d'autres pas. Donc on sait aussi voir celles qui viendront plus tard. À chaque tour, en fait, on achète, parce qu'il y a un coût, ce sont les petites ruches. Donc on achète des pommes dans un verger, en fait des pommiers. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer aussi de faire un placement de pommes, donc plusieurs pommes de la même espèce qui se touchent. Comme ça, finalement, à chaque décompte de pommes, on aura le plus de champs possible. Donc il faut faire également attention parce qu'on peut aussi placer des petites fleurs. Les petites fleurs rapportent du miel dont on a besoin pour acheter les différents pommiers. Et donc voilà, moi c'est un jeu tout bête, je crois qu'il y a 19 tours en fait. L'idée c'est que avec un dé, à chaque fois on joue et on franchit, et donc dès qu'on arrive à une pomme, on fait un comptage de l'espèce de pomme et de l'autre à côté. Voilà. Pourquoi j'aime ce jeu ? C'est un jeu simple, agréable, comme je les aime. Ça demande quand même de la réflexion parce que si on place pas les pommiers efficacement, on aura moins de combos et on aura moins de points à la fin. C'est un auteur qu'Angelo m'a fait connaître, Uwe Rosenberg, donc dont je suis devenue, on peut le dire, amatrice aussi. Une fan. Voilà. Agricola, Patchwork, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup aussi. On a acheté le Havre, Cottage Garden. Récemment, il a fait New York Zoo aussi, que j'aime beaucoup. Et là, on vient en fait de recevoir la réédition de Terre d'Arles. Je me réjouis d'y jouer. Donc voilà, c'est un de ces petits jeux, je dirais quand même simple par rapport aux autres. Très malin et qui peut, on peut se retrouver piégé dans sa mécanique. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il faut évidemment, à chaque fois qu'il y ait une pomme correspondante pour placer sa tuile, on doit remplir tout le plateau. Et donc voilà, à un moment, peut-être qu'on n'a plus de tuiles avec les pommes correspondantes. Donc voilà, là, il y a un jeu, on retourne et on a des moutons, donc c'est une prairie perdue. Mais voilà, c'est un jeu comme je les aime, qu'on sort facilement, je pense, jusqu'à une bonne grosse demi-heure de jeu. Pas 20 minutes. La première fois qu'on l'a joué, c'était chez un de nos amis. Oui. On l'a joué à 3, c'était très chouette, et donc voilà, je suis sortie de là et puis j'ai dit je voudrais bien qu'on l'achète. Ouais, et donc je l'aime beaucoup aussi. Voilà, il est vraiment excellent. C'est vraiment un de ses meilleurs jeux de pose de tuiles. Je ne l'ai pas forcé Angelo à l'acheter. Non, donc, c'est vraiment un des meilleurs jeux de pose de tuiles du Rosenberg, je trouve aussi. Enfin, voilà. Pour nous, c'est un des meilleurs. Est-ce que c'est le meilleur ? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un de nos préférés. Voilà, et donc moi j'aimais déjà beaucoup Patchwork, et oui, voilà, ce sont des jeux avec Patchwork, c'est vrai que pour moi, c'est les deux... qu'on découvre. Je crois qu'on a aussi La Gloire d'Odin qu'il faut encore oui, là, jouer. c'est autre chose. Voilà, mais on se sent prêt, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est un jeu dont... on ne se débarrassera jamais. Et voilà. Merci pour cette présentation, Brigitte. C'est à mon tour. Alors moi, le premier jeu qui m'est venu à l'esprit quand j'ai dû penser à un jeu dont je ne voudrais jamais me débarrasser, c'est Tigre et Euphrate de Rainer Knizia. Je prends mes petites notes. Alors, on a quand même fait des petites notes cette fois-ci parce qu'on se rend compte qu'on oublie souvent des tas de trucs et qu'on n'est pas très structuré, donc on essaye de faire un effort.
Et puis si la meilleure chaîne francophone ludique de YouTube le fait, pourquoi pas nous. Bien, alors, Tigre et Euphrate, de Reiner Knizia, c'est un jeu qui est sorti en 1997, et c'est un jeu qui est vraiment très important pour moi, parce que c'est vraiment le jeu qui m'a happé dans le monde du jeu de société allemand. On dit Eurogame aujourd'hui, mais à l'époque on disait jeu allemand, parce qu'il n'y avait que des jeux allemands dans le genre qui sortaient. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, en 1997, les jeux de pose d'ouvriers, ça n'existait pas. Il faudra attendre 2005 avec Keylus pour que le genre s'impose. Il n'y avait pas de deck building. Puerto Rico n'était pas encore sorti non plus, donc c'était vraiment il y avait encore des tas de choses à défricher dans le jeu de société, et quand ce jeu-là est sorti, ça a été quand même une petite bombe pour pas mal de joueurs. Alors il est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de Reiner Knizia. Moi c'est un de mes préférés, clairement. Il est sorti en 1997 et moi j'ai découvert, je pense, en 98-99 dans un club de jeux bruxellois qui avait une grosse ludothèque avec des jeux allemands. Et j'ai pu découvrir des tas de jeux allemands en même temps que Tigre et Euphrate. Voilà. Alors moi avec Reiner Knizia, j'ai un peu une relation amour-haine, on va dire, parce que j'ai découvert très vite dans mon parcours. Et c'est un auteur qui a fait des tas de très bons jeux, de chefs-d'œuvre. Et à côté de ça, régulièrement, il laisse publier des jeux qui sont, à mon sens, un peu trop moyens pour sa réputation. Donc parfois, je grince un peu des dents quand je vois certains jeux sortir avec son nom sur la boîte, parce que c'est juste bankable, c'est juste des jeux un peu plan-plan souvent. Mais par contre, il sort vraiment parfois des trucs extraordinaires, comme ce machin-là. Alors, ce jeu fait partie de sa trilogie de pose de tuiles. À l'époque, on disait la trilogie de pose de tuiles de Reiner Knizia. Aujourd'hui, il a publié, je pense, encore plein d'autres jeux de pose de tuiles, donc c'est un peu obsolète, mais c'est le terme qu'on utilisait. Donc l'année d'après, vraiment un an après, il va sortir Samouraï et Durge die Wust à travers le désert, qui sont deux autres jeux de pose de tuiles qui sont des références. Quand Tigre et Euphrate est sorti, Knizia était déjà connu parce qu'il avait sorti quelques jeux, Covadis, Medici, Modern Art, High Society, donc beaucoup de jeux d'enchères en fait et de négociations. Donc il était connu comme un des maîtres du jeu d'enchères en réalité. Alors, comme ça, pour la petite histoire, le premier jeu édité par Knizia, c'est un jeu auto-édité, qu'il a auto-édité lui-même en 1980 et qui s'appelait Digging. Je vais mettre une petite photo ici du prototype, que je n'ai pas joué, mais c'était un petit jeu de cartes tout simple qui se jouait en équipe. Donc, ce que j'aime dans Tigre et Euphrate, c'est que c'est un jeu dont le plateau est ouvert, c'est-à-dire que en fait c'est un jeu de pose de tuiles, on tire une tuile, on pose une tuile, et cette tuile va générer des points de victoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on pose ces tuiles sur le plateau, mais rien n'appartient à personne. À chaque fois que je vais poser une tuile, je vais générer des points de victoire, mais je vais donner un point de victoire à celui qui a le pion leader sur le plateau de la couleur qui correspond à la tuile que j'ai jouée. Donc si c'est pas mon pion leader, je vais donner un pion à un autre joueur. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est un jeu où il y a énormément d'interactions. C'est un jeu tactique, c'est pas un jeu stratégique parce que les choses vont changer très rapidement sur le plateau. Donc c'est un jeu où il faut être attentif aux coups à faire et à foncer. Et il faut foncer et essayer de faire en sorte que ça nous rapporte un maximum. Alors parfois on se vautre évidemment parce qu'il y a un peu de hasard aussi, on peut être très surpris. Voilà. Mais c'est un jeu qui offre des sensations très fortes. Donc c'est un des jeux qui m'a offert vraiment mes sensations les plus fortes. Il y a d'autres jeux aussi, mais vraiment un des jeux qui m'a offert vraiment des sensations fortes et qui continue à m'offrir des sensations fortes. Alors c'est un jeu évidemment tout à fait abstrait, parce que la thématique est vraiment plaquée, mais l'air de rien, il fonctionne, parce qu'on voit quand même, c'est quand on pose ces tuiles avec des bâtiments dessus de différentes couleurs, on a l'impression que se développe quand même quelque chose sur le plateau, donc c'est pas tout à fait 100% abstrait. Il y a des idées géniales parce que déjà la mécanique en elle-même est interactive, mais en plus de ça il est venu rajouter une couche avec les temples. Donc quand un joueur pose un temple sur le plateau, ça va générer plus de points de victoire pour le joueur qui a le leader en question, et donc il va falloir se batailler pour pas laisser un joueur profiter de ses points, sinon il va gagner plus facilement la partie. C'est aussi dans ce jeu-là qu'apparaît pour la première fois la manière de scorer qu'on appelle aujourd'hui à la Knizia, c'est-à-dire qu'on va gagner des points dans différentes couleurs, et c'est la couleur où on aura le moins de points qui va donner nos points de victoire. Donc ça, c'est dans ce jeu-là qu'il l'a inventé, donc c'est aussi très important à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai beaucoup joué à ce jeu-là, j'ai beaucoup expliqué les règles, et malgré que ce soit un jeu simple, il y a toujours un point qui coince, c'est la règle sur les conflits internes et les conflits externes. Les joueurs vont toujours confondre lors de la première partie, voire la première et la deuxième partie, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas compliqué à comprendre, mais tout le monde s'embrouille tout le temps.
Voilà. Alors c'est un jeu, ça c'est l'édition, c'est la dernière édition en date qui a été éditée par Fantasy Flight Games. J'ai eu toutes les éditions, l'édition allemande, la première édition allemande, l'édition hollandaise, la première édition américaine chez Meffer, il y a une réédition en allemand, en français, Matago je pense qui a fait une réédition, je les ai toutes eues, et aujourd'hui je n'ai plus que celle-là, voilà, parce que je suis une andouille. Pour moi, on n'a jamais fait mieux que la première édition allemande, donc si vous trouvez la première édition allemande, ou hollandaise, parce que c'est la même, mais avec les règles en hollandais, mais on s'en fiche. Foncez, c'est vraiment les meilleures éditions du jeu, donc je vais essayer d'ailleurs de m'en procurer une. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, si ce n'est qu'il mériterait peut-être... ça, c'est vraiment un jeu qui mériterait un financement participatif, ce serait justifié. Voilà, j'espère un jour que ça se fera, parce qu'on pourra avoir une belle édition avec des pions en bois, donc l'édition d'origine c'est des pions en bois, et ici c'est des pions en plastique. Voilà, ça c'est Tigre Frat Rainer Knizia, et c'est donc un jeu dont je ne me débarrasserai jamais. Bon bah à ton tour pour ton deuxième jeu. Alors, le deuxième jeu dont je vais parler, c'est un jeu, alors il faut bien l'avouer que la première fois qu'on a joué, j'étais pas du tout convaincue. Ah, je me souviens plus. Si, c'était au mois d'octobre l'année passée, je pense qu'on l'a joué une fois ici, puis on est parti en Sicile, on l'a rejoué avec ta maman. Et c'est vrai que à la base, j'étais pas du tout convaincue, donc c'est le jeu Sea Salt and Pepper de Bruno Catala et de Théo Rivière, donc j'ai aussi mes petites notes. Ouais, et maintenant, t'es la plus grande fan du jeu qui soit. Hein. Ça, je vais le dire tout à l'heure, effectivement. Donc voilà, Sea Salt and Pepper, donc c'est sorti en 2022. C'est un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu où l'idée, c'est aussi de rationaliser les cartes qu'on a dans sa main, de faire le plus de combos possible. Donc, c'est assez simple. Donc, quand on joue à 2, par exemple, le but est d'atteindre 40 points au final. Donc, le premier qui atteindra les 40 points. Quand on est à 3, je crois que c'est 35. À 4, c'est 30. Donc, à chaque tour, en fait, on part de rien. Donc, on a une pioche, on prend une carte. L'idée est d'essayer soit d'avoir des combos, soit d'accumuler les cartes qui valent des points. Donc, les combos, ça peut, par exemple, être... ici, par exemple, le nageur et le requin. Super sympa. Donc ça, quand on joue ces deux cartes-là, donc non seulement on gagne un point, mais en plus on peut prendre une carte de son adversaire. Et donc sa carte, le fait de prendre cette carte peut aussi fausser tout à fait le jeu de l'adversaire. Voilà, si on a 2 poissons, eh bien on peut piocher la première carte de la pioche. Si on a 2 bateaux, ben on peut rejouer et reprendre des cartes. C'est super fort. Donc voilà. Tout est super fort. L'idée aussi, c'est on peut accumuler les points par soit les poulpes, mais donc voilà, un seul poulpe, ça vaut rien. Il faut minimum 2 cartes. Évidemment, si l'adversaire nous prend la carte ou notre deuxième poulpe, de 3 points, on retombe à 0. On a aussi les sirènes. Donc les sirènes permettent aussi de gagner des points sur la couleur des cartes. Voilà. Donc, bon voilà, l'idée c'est que une fois que dans ma main j'ai 7 points, là je dois faire un choix. Donc soit je dis stop, et voilà, je gagne les 7 points et mon adversaire gagne les points qu'il a dans sa main. Soit je dis dernière chance, et donc là en fait je mise sur le fait que mon adversaire a moins de points que moi, et donc lui ne gagnera que les points des cartes de ses couleurs. Elle n'est pas sûre. Mais voilà, je suis pas sûre, et donc c'est là, je trouve, le sel du jeu, on peut le dire, et donc c'est toujours un risque qu'on prend. Combien de fois je ne me fais pas avoir en me disant, bon voilà, j'ai 11 points, mon adversaire il va pas avoir 11 points, eh bien oui, parfois on est cuit. Donc voilà, je suis devenue une grande fan de ce jeu, donc en partie normale à table, on l'a déjà joué, je pense, pas mal de fois. Je joue également sur Board Game Arena, où je suis à ma 351e partie. Donc voilà, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a de nombreuses façons de jouer, et on les teste tous. Ça peut être soit on essaye de faire le plus de combos possible, soit on essaye d'avoir les cartes à points. Donc voilà, ça ne se lasse pas. Donc cette année est sortie l'extension Extra Salt. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, elle reprend, donc elle a différentes combinaisons qui ont été ajoutées. On a une carte très forte qui est la carte hippocampe. Donc, si on a cette carte en main avec des cartes genre poulpe, pingouin ou coquillage, ça permet d'augmenter le nombre de points.
On a la carte Omar qui, alliée avec un crabe, permet justement d'aller voir les 5 cartes suivantes de la pioche et essayer de retrouver des cartes qui nous intéressent. Donc j'aime vraiment cette extension, moi je l'aime beaucoup. Ce qui est très très chouette dans le jeu, et c'est vrai qu'on n'y prête peut-être pas assez attention, c'est qu'en fait toutes les illustrations sont faites, ce sont des photos d'origami. Et donc tous les origamis sont différents. Dans le jeu, il n'y a pas 2 poissons identiques, c'est un travail de dingue, et je pense aussi que ça fait le plaisir du jeu. Donc voilà, c'est un jeu, alors il est tout petit, de toute façon il prend pas beaucoup de place, donc on pourrait jamais me reprocher, même dans ma sacoche, hein, il rentre. Et donc c'est vraiment un jeu dont je ne me débarrasserai jamais. Ouais, mais je l'aime beaucoup aussi, c'est un petit chef-d'œuvre, dans son genre c'est un petit chef-d'œuvre, je suis d'accord. Il est vraiment très chouette, et donc là voilà, en plus quand j'ai 10 minutes à tuer, il est très rapide, je crois que la moyenne de jeu sur VGA c'est 11 minutes, et donc voilà, c'est toujours un plaisir d'y jouer, même si on perd des points par la suite, c'est vraiment... Et puis le risque, ce petit risque qu'on prend de dire stop et tout, moi je râle beaucoup quand les adversaires disent tout de suite stop. Voilà, le pep, c'est aussi de dire on prend un risque et on essaye d'avoir un différentiel le plus grand possible. C'est vrai que je peux t'entendre râler quand tu joues. Parfois, voilà, tout à fait. Mais c'est ça aussi le plaisir du jeu. Oui, non, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus riche qu'il en a l'air. On peut essayer des tas de trucs à chaque partie différente. Édité par Bombix, c'est donc vraiment à juste conseiller. Un petit mot, c'est que Bruno Catala est fan de Hanafuda, qui est un jeu traditionnel japonais. J'ai une boîte ici. Et en fait, il s'est inspiré de ce jeu-là et je trouve qu'il l'a tout à fait sublimé, quoi. Voilà. Vous aurez compris aussi, je suis fan de petits jeux. Mais pas que, parce que tu me démontes bien certains gros jeux aussi. Et toi, le suivant, c'est quoi? Turn and Taxis. Tour et taxi en français. De celui-là, je me souviens qu'on a joué. Un jeu d'Andreas Seyfarth et de son épouse Karen. Alors, Andreas Seyfarth, c'est l'auteur de Puerto Rico, qu'on ne présente plus, qui est un jeu hyper important. On parlera sûrement dans une autre vidéo, dans l'épisode 2 ou 3. Parce que c'est Puerto Rico, c'est un jeu il y a les chats qui se battent, voilà, ils se sont arrêtés. C'est un jeu qui a vraiment ouvert le jeu de société, qui a ouvert la voie au jeu aux mécaniques imbriquées, donc avec plusieurs mécaniques imbriquées les unes dans les autres, qui forment un tout cohérent. Donc c'est vraiment cet auteur-là, je pense, c'est mon avis, qui a réussi à mettre ça en place, le premier. Mais ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est sorti en 2006, 2 ans après les Aventuriers du Rail. Alors pourquoi je dis après les Aventuriers du Rail? Parce que c'est un jeu qui peut donner l'impression d'être un aventurier du rail bis, alors que pas du tout. Voilà, c'est un jeu pour moi plus subtil, plus fin, plus malin que les aventuriers du rail. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus de gens qui jouent à ça plutôt qu'aux aventuriers du rail. Alors c'est pas que j'aime pas les aventuriers du rail, mais c'est un jeu que je trouve plaisant, mais qui ne m'a jamais donné envie d'y rejouer, tandis que celui-ci, je pourrais faire des tonnes de parties. Voilà. Donc, pourquoi il est plus subtil? Le jeu, je vais quand même sortir, j'ai besoin de la carte pour pouvoir en parler. Holiday, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Pilsen. J'ai mis le jeu sur la carte. Donc c'est une map qui représente la carte de l'Allemagne avec différentes provinces, et dans ces provinces il y a différentes villes. Et on a un paquet de cartes qui représentent chacune de ces villes. Donc chaque carte a le nom d'une ville sur elle, et à son tour de jeu c'est très simple, on pioche une carte parmi 6 cartes et on est obligé de jouer une carte devant soi. Mais quand on joue une carte, je joue une carte d'une ville, et donc ça veut dire que j'ouvre une route et je ne peux avoir qu'une seule route devant moi. Les cartes suivantes que je dois jouer doivent être des cartes de ville absolument impérativement adjacentes à cette ville. Donc ici je joue Stuttgart, je dois jouer soit Ingolstadt à droite, soit Karlsruhe à gauche, ou bien Ulm. Bref, mais une fois que j'ai choisi un chemin, je dois m'y tenir. Donc toutes les cartes suivantes doivent être adjacentes et former un chemin sans embranchement. Et donc comme je suis obligé de jouer une carte, je ne dois pas faire d'erreur. Parce que si jamais je ne sais pas jouer une carte, je ne suis pas en mesure de continuer ce chemin, je dois bazarder cette route avant que j'ai pu la clôturer. Et l'autre subtilité, ce qui fait vraiment l'intérêt du jeu, c'est que quand on décide de clôturer une route, à ce moment-là, on a 2 choix. Soit on va placer un relais postal, parce que c'est un jeu, en fait, où on développe des relais postaux, j'ai oublié de le dire. Soit on place un relais postal dans chacune des provinces que traverse notre route. Admettons que j'ai une route de 6 villes qui traverse 3 provinces. Eh bien, je vais mettre une maison dans chacune des provinces. Mais je sacrifie évidemment des villes, puisque j'avais 6 villes. Mais je mets qu'une maison dans chacune des provinces, mais ça me donne la possibilité de placer une maison dans chaque province. Autre possibilité, c'est je place
une maison dans chacune des villes d'une seule province. Et j'oublie les autres provinces. Voilà. Donc ça, c'est déjà très malin. Et on va gagner des points simplement en arrivant à avoir des maisons dans 2 provinces adjacentes. Et on va gagner un certain nombre de points de victoire qui sont dégressifs. Le premier va gagner un certain nombre de points. Le deuxième est arrivé à moins de points, etc. On va gagner des points pour certaines régions quand on aura rempli toute la région de relais postal. On va gagner des points aussi si on a une maison dans chacune des provinces autour du plateau, mais pas la région centrale, qui est quand même très difficile parce qu'il faut voyager beaucoup pour arriver à avoir une maison partout. Et il y a aussi des pouvoirs spéciaux, il y a 4 pouvoirs spéciaux qui nous permettent soit de défausser toutes les cartes et d'en remettre sur le plateau, soit de piocher 2 cartes, soit de poser 2 cartes, et soit aussi d'acquérir plus facilement une calèche, mais je ne vais pas expliquer ça ici. Voilà, ça c'est la mécanique de jeu, mais c'est un jeu vraiment qui installe une tension directement, où on est en compétition directement. C'est un jeu aussi où on peut faire des sales coups, parce qu'on voit les cartes que les autres ont besoin, on peut balayer le plateau des cartes pour les remplacer par d'autres, ou piquer une carte à un autre joueur quand il en a besoin. On a des sueurs froides, on transpire pendant le jeu, parce qu'on espère que les cartes qu'on a besoin vont sortir. Enfin voilà, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, il y a 2 extensions que j'ai oublié de prendre, elles sont loin là-bas, je ne vais pas aller les chercher, que j'ai acheté quand elles sont sorties, mais que je n'ai jamais ouvertes, parce que j'aime tellement ce jeu, je le trouve tellement parfait, que j'ai peur de les ouvrir et que ça me gâche le plaisir. Voilà. Faudrait essayer. Non. Mais je serais partante. Enfin voilà. C'est très bien. Et encore une fois, voilà, jouez-y. Je pense plus il doit encore être facilement trouvable. En français aussi. Si vous le trouvez en allemand, en anglais, ça n'a pas d'importance. Vous trouverez une traduction des règles. Il n'y a pas de texte sur le matériel. Voilà. Pour moi, il explose les aventuriers de rail et de loin, quoi. Voilà. Ça, c'était mon 3e jeu. Et donc, Turn and Taxi, c'est un jeu dont je ne me débarrasserai jamais. Donc, 3e... Peut-être qu'on voit un petit bout de Zoro. Hein. Oui, c'est possible, il nous a rejoint là. Donc moi, le 3e jeu dont je ne veux pas me débarrasser, c'était pas à la base un jeu à moi. C'est un jeu qu'Angelo m'a fait découvrir. C'est en fait Grand Austria Hotel. Donc ce jeu, Zoro adore Grand Austria Hotel. Oui, il aime bien les pimps. Donc ce jeu, c'est un jeu de Virginio Gigli et de Simone Luciani. Il est un peu plus ancien, celui-là, il est sorti en 2015. Donc, un vieux jeu. Ouais, voilà. C'est à la fois un jeu de dés, un jeu de cartes. Donc l'idée, en fait, c'est que vous êtes propriétaire d'un hôtel, vous accueillez des visiteurs, vous avez du personnel, vous avez des objectifs. Donc, en fait, à la base, moi, ce que je trouve assez original dans ce jeu, c'est qu'on a 10 dés, on les jette, et donc voilà, si on a 2 dés de 1, on les met sur le 1. Donc il y a 6 actions au total, la 6e permettant en fait de faire les 5 autres. Et donc à la base, on jette ces jeux. Donc par exemple, s'il y a 3 dés sur le 1, de 1, et que j'en choisis un, ben finalement, moi j'aurai droit à 3, par exemple là dans ce cas-là, c'est 3 jetons, 3 actions. Pas 3 actions, 3 ingrédients pour contenter le client. Angelo, s'il veut faire cette action-là, mais il n'en aura plus que 2, puisque moi j'ai pris le D1. Donc l'idée, c'est à chaque tour, on peut acheter des clients, sachant qu'en fait, on ne peut avoir que 3 clients au maximum par hôtel, qu'on devra préparer des chambres, ça c'est par exemple à l'action liée au D3. Voilà, et donc c'est surtout pour les clients. Voilà, donc si on veut faire monter un client en chambre, il faut qu'en fait qu'il y ait sa commande qui soit prête. Donc sa commande, ça peut être 2 cafés, un gâteau. Il y a Zoro qui va peut-être faire des bêtises. Il joue avec la flèche de la caméra. Si ça fait BAM, on saura pourquoi. Voilà, donc il faut aussi faire attention. Donc l'idée, c'est de faire monter des clients en chambre. Au plus haut ils monteront dans l'hôtel, au plus de points on aura. L'idée, c'est aussi de répondre à des objectifs, donc qui sont des objectifs de fin de partie. Il faut aussi pouvoir contenter l'empereur, donc c'est-à-dire que tous les 3 tours, et puis je crois que c'est 2 tours suivants, et puis encore 2 tours. Voilà, il faut avoir atteint un certain nombre de points sur la ligne, la piste de l'empereur, ou sinon il y a des sanctions. Donc, soit... ou des bonus si on n'y est pas parvenu. Ou des bonus, mais c'est toujours assez limite, on essaye vraiment d'y arriver. Donc voilà, il y a une action qui permet de monter sur la piste de l'empereur. Certains clients aussi, quand on les monte en chambre, font gagner des points sur la piste de l'empereur. Ils donnent des bonus divers et variés. Oui, voilà, ici je ne sais pas... Bon, ici j'ai pris un client qui donne un cube au choix, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc... c'est un jeu dont j'aime beaucoup la thématique. Je pense que c'est un des
premiers jeux un peu peu plus costaud que tu m'as fait jouer. Il y a plein de cartes différentes, donc... Alors, il y a les cartes personnelles qui sont très importantes. Oui, ça aussi, donc, parce presque. que à chaque tour, on a aussi l'action 5 qui permet de placer une carte du personnel, moyennant paiement bien sûr, et donc parfois ces cartes permettent soit de préparer des chambres gratuitement, elles donnent aussi parfois des points en fin de partie, donc je sais que hier je t'ai bien eu parce que j'avais un combo de chambre qui me faisait gagner des points en fin de partie. Elle gagne plus souvent que moi à Grand Austria Hotel. Je pense que tu as gagné. Elle est très motivée. Fois. Oui, je pense que j'ai gagné une partie. C'est un jeu qu'on a déjà joué pas mal. J'ai craqué il y a quelques mois et j'ai acheté les pimps. Donc à la place d'avoir les petits carrés en bois, on a les petites tasses, les bouteilles de vin, les gâteaux. Montrer. Voilà, on a sorti les pions pimpés. Tu peux essayer de les montrer. Voilà, on fera une photo. Voilà, très très. Ça c'est par exemple le petit gâteau. On a la bouteille de vin. On a la tasse de café. C'est trop mignon. On a la... Voilà. Je te le donne. Tout ce qu'il fallait pour me plaire, hein, parce que bon, moi j'aime beaucoup ce genre de choses-là. Il y a une extension qui existe, et je vous avoue, j'ai craqué. Bon, elle est assez difficilement trouvable. Bon, j'ai craqué, elle va bientôt arriver. Et au mois de décembre... devoir lire des règles, fais devoir. Au mois de décembre est annoncée en fait une autre version de Grand Austria Hotel, c'est le Roll and Ride, qui s'appellera High Season. Ouais. Donc voilà, curieuse de voir comment ça peut se goupiller. C'est un jeu, voilà, c'est quoi, c'est à peu près une petite heure. Une heure, ça peut. Voilà. Heure. Les parties sont toujours totalement différentes. Ouais. C'est très bien, c'est un de mes jeux préférés aussi. Oui, voilà. Le truc, c'est qu'on se rend vite compte que si on dépense tout notre argent, on est relativement coincé. Faut faire attention, c'est difficile de gérer parce qu'évidemment, l'argent permet d'utiliser des actions spéciales. Voilà, bon, évidemment, si on place un personnage qui a 3D sur le plateau, bah, ce personnage est à -3, donc ça peut être avantageux. On choisit l'action voilà. pour placer c'est un jeu, chaque partie, je pense, est différente. Je sais que les premières parties, j'ai gagné pas mal de points, justement, avec les cartes personnelles que j'avais placées pour la fin. Tu joues très bien tes cartes personnelles. Mais voilà, on peut aussi très bien gagner des points. Bon, hier, on avait pour la piste de l'empereur aussi, si on atteignait X points, on avait des points supplémentaires, où on pouvait... fermer des chambres, donc voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui a beaucoup de possibilités. Beaucoup de qualité. Et il n'est jamais très loin. Non, on ne peut pas le mettre au Cette semaine, on a joué 2 parties avant de faire cette vidéo. Et donc clairement, c'est un jeu dont je ne me débarrasserai jamais. Jamais, vous entendez, jamais. Bon, c'est mon tour pour mon dernier jeu. Oui. Et là, j'ai choisi... Tichou. Ou Tichu, comme on veut. Ça, c'est la boîte allemande, originale. Et ça, c'est la réédition francophone chez Philosophia, si je ne me trompe pas. Non, même pas. Qui a édité ça? Tiki Édition, je raconte n'importe quoi. Alors, Tichou, donc, c'est un jeu qui ressemble à un jeu traditionnel chinois. Voilà, c'est un jeu de cartes qui ressemble à un jeu de cartes traditionnel chinois. Il a la forme, la couleur, l'odeur d'un jeu traditionnel chinois. Mais ce n'est pas un jeu traditionnel chinois, c'est un jeu sorti en 1991. Et l'auteur du jeu, c'est un Allemand, Urs Hostetler. Alors, d'après l'auteur, il aurait voyagé beaucoup en Chine. Et il a fait une synthèse d'un jeu qui est très joué là-bas, qui est un jeu d'escalade, de défausse et d'escalade, qui s'appelle le Zenfen. Et donc, il aurait synthétisé un peu toutes les variantes qui sont jouées pour en donner une version qui est la sienne. Et il faut dire que si c'est vrai, c'est une synthèse absolument parfaite et réussie, parce que c'est un de mes jeux de cartes préférés. Alors pour moi, Tichou, c'est vraiment le jeu de la frustration, parce que j'adore ce jeu. Je suis fan à mort. Hein. Il faut être 4, il faut jouer en équipe. Et j'ai très rarement l'occasion de le jouer. En fait, c'est un jeu que j'ai pas joué beaucoup. Mais à chaque fois que j'ai joué, il m'a donné des sensations formidables. Alors d'abord, il faut savoir que moi, j'adore les jeux de cartes. Donc le petit format jeu de cartes traditionnel classique. Donc on joue aussi à des jeux de cartes classiques. Voilà. Si je devais choisir, je pense, entre des jeux de société avec un plateau et du pur jeu de cartes, ça serait difficile pour moi. Parce que je suis très très friand de jeux de cartes. Donc, Tichou, c'est un jeu de défausse et d'escalade, assez classique. On pourrait dire qu'il ressemble très fort à Gang of Four. Ça, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup plus facilement parce qu'on ne doit pas jouer en équipe et qu'à un moment donné, il a été très à la mode dans certains milieux de joueurs et donc on pouvait le jouer très facilement. Puis Tichou était plus difficilement accessible aussi, on savait moins facilement l'acheter, donc j'y ai moins joué. Qu'est-ce que je voulais raconter encore? Donc il est plus subtil en fait que Gang of Four
selon moi, puisqu'il se joue en équipe, et que la particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu des fausses escalades, Gang of Four aussi, mais pas seulement, c'est aussi un jeu de pli, parce qu'ici le joueur qui va remporter la manche, donc c'est-à-dire que le joueur qui remporte l'enchère en quelque sorte pour la combinaison la plus forte, ramasse les cartes jouées, et ces cartes vont donner des points positifs à l'équipe en question, ou des points négatifs aussi, selon les cartes jouées, et c'est ça qui est redoutable. En plus de ça, il y a 4 petites cartes spéciales dedans. On peut pas se faire signe non plus, on peut pas tricher. Oui, tout à fait, on peut pas parler. Bien que la dernière partie qu'on ait jouée avec Tanju et Suna, si vous nous voyez, hein, ils n'ont pas été très réglo. Non, c'est sûr. Donc, ils papotaient beaucoup. Oui, ils discutaient un peu trop. Donc il y a 4 cartes spéciales dedans. On a l'oiseau, donc le joueur qui a l'oiseau doit commencer, et le joueur qui joue l'oiseau peut faire un vœu, donc il peut annoncer une carte, et le joueur suivant, s'il a cette carte, va être obligé. S'il la passe, ça va être le joueur suivant, et même si le pli est terminé, le vœu continue tant que la carte n'a pas été jouée, le joueur qui l'a sera obligé de la jouer. On a le chien, qui, quand on la joue, c'est la carte la plus simple, quand on la joue, ça donne la main à son coéquipier. Alors ça peut être extrêmement important à jouer, donc si on la joue bien, si le timing est bien choisi, ça peut retourner la situation. Qu'est-ce qu'on a ? On a un dragon qui, si je me souviens bien, est la carte la plus forte en solo, donc qui fait gagner le pli. Mais le problème, c'est qu'elle donne 25 points, mais on doit donner, donc c'est la sagesse du dragon, on doit donner son pli à l'autre équipe. Ce qui fait qu'on perd les 25 points, on les donne à l'autre équipe. Mais tout n'est pas perdu parce que, en fait, dans le jeu, ce qui est redoutable, le dernier joueur de la manche a sorti, celui qui est sorti en dernier, c'est-à-dire que celui qui se retrouve seul, donc tous les autres ont quitté et lui pas, va devoir en fait donner son pli, les cartes qu'il a gagnées jusque-là à l'équipe adverse, ce qui fait que s'il a gagné le dragon, l'autre équipe le récupérera. Donc il y a toujours moyen de récupérer le dragon. Et alors on a un phénix qui est une carte qui est un joker et qui seul est aussi plus forte que la carte précédemment jouée. Et celle-là par contre va donner moins 25 points à l'équipe qu'il a dans les cartes qu'il a ramassées. Il faut savoir aussi que comme dans Gang of Four, on peut jouer des bombes, c'est-à-dire des combinaisons qui battent toutes les autres combinaisons. Et donc on pourrait très bien jouer un dragon et son coéquipier pourrait jouer une bombe dessus, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Donc voilà, j'adore ce jeu. À noter que la réédition ici chez Tiki Games francophone, alors moi je peux être très difficile en ce qui concerne les éditions des jeux, parfois je peux râler, je peux ouvrir des boîtes, Brigitte m'entend, je lis une règle, je découvre un matériel et je râle, mais je me dis comment c'est possible en 2023 qu'on fasse encore des bêtises pareilles. Mais par contre cette réédition en français, elle est exemplaire, elle est parfaite. La règle est nickel, c'est la règle la plus impeccable que j'ai jamais lue. Voilà, elle rend le jeu qui au départ pouvait paraître un peu imbuvable au niveau de la règle, tout à fait compréhensible de façon simple, c'est un tour de force. Il y a 2 versions des cartes spéciales, une avec le texte qui rappelle leurs pouvoirs spéciaux et une sans. Donc une fois qu'on est habitué, donc quand on n'est pas habitué, on joue avec les cartes avec le texte, et puis une fois qu'on est habitué, on peut les remplacer. Les illustrations sont magnifiques, on fera des photos, j'en montrerai quelques-unes. Voilà, donc ça c'est mon dernier jeu. Voilà, le dernier jeu pour cet épisode pilote. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que cela. Non, mon Dieu, non. Voilà. Donc, Tichu, c'est un jeu dont je ne me débarrasserai jamais. Bon, ben voilà, merci de nous avoir écoutés, suivis jusqu'à la fin. Merci aux voisins qui ont éteint finalement la musique. Oui, je ne sais pas si on reviendra la musique. Voilà. Merci à Zoro pour sa participation également. Et à bientôt. Oui, ciao.